Je ne sais pas si vous nous entendez correctement. On va peut-être commencer désormais. Mathieu, tout est en place. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à ce webinaire sur le harcèlement sexuel qu'on va animer en coordination, avec notre partenaire Cahier Social. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser à la problématique des risques pour la société, les risques pour l'employeur, comprendre les enjeux, essayer de déterminer en quoi la responsabilité de la société peut être engagée, de quelle manière. Alors, on va se présenter. Merci d'abord à tous de nous avoir rejoints. Je suis Barbara Hart et je suis accompagnée ce matin de mon associé Mathieu Combarmous. Bonjour. Nous travaillons au cabinet Sésame Avocat, dont la pratique est dédiée au droit du travail. Alors, on va peut-être commencer, Mathieu, avec peut-être un rappel, un petit exposé de ces enjeux pour l'entreprise pour comprendre un petit peu comment on va ensuite essayer de développer cette présentation. Tout à fait. Il me paraissait important de rappeler les trois enjeux principaux pour l'employeur lorsqu'il est confronté à une situation de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise, parce qu'il y a un enjeu évident. Le premier, c'est l'enjeu financier. L'enjeu financier, on pense automatiquement à une éventuelle condamnation prud'homale lorsqu'un employeur peut tenter de licencier un salarié reconnu coupable de faits de harcèlement sexuel. Ce salarié va tenter de remettre en cause cette décision devant un conseil de prud'homme, et il y a déjà un premier enjeu financier. Ça peut venir aussi du salarié harcelé qui estimera que l'employeur n'a pas agi de manière suffisamment précise, de manière suffisamment proportionnée lorsqu'il a été confronté à cette difficulté. Et nous verrons tout à l'heure les fondements juridiques de cette action. Premier enjeu, donc l'enjeu financier, qui est finalement la condamnation devant les prud'hommes. Deux autres enjeux qui sont un petit peu moins, je dirais, perceptibles au premier abord. Un premier enjeu qui est un enjeu externe, qui est l'enjeu de réputation. On peut appeler aussi l'enjeu d'image de marque de la société. Une société dont on sait qu'elle ne réagirait pas, je dirais, de manière légale, de manière proportionnée, de manière intelligente, en fait, tout simplement, à des faits dénoncés de harcèlement sexuel, peut voir sa réputation entachée. Et à l'heure des réseaux sociaux, c'est véritablement quelque chose maintenant qui explose. Ça peut aller très très vite et certaines sociétés peuvent ne pas se relever très facilement de ce genre de réputation. Ça, c'est, on va dire, un enjeu externe. Et puis un enjeu interne, qui est un enjeu de perte de productivité. On le constate dans tous les contentieux que nous pouvons avoir en matière de harcèlement sexuel. Tout salarié qui s'estimera harcelé ou qui pensera être harcelé à tort ou à raison, à la limite, le problème n'est même pas là, va voir sa santé se dégrader. Généralement, c'est très rapide. Bascule dans des arrêts maladie qui sont souvent très longs, on raisonne en termes de mois, on raisonne parfois même en termes d'années, et vous avez donc un poste en tant qu'employeur qui déjà n'est plus occupé, donc vous avez une première productivité qui chute, et vous avez souvent une ambiance avec les différents collègues de travail qui vont estimer que la sanction n'est pas prise, que la décision n'est pas proportionnée, bref, que l'employeur ne les protège pas, et vous avez dans ces cas-là automatiquement une perte de productivité qui n'est pas mesurable, ce qui n'est pas forcément quantifiable, mais qui est sensible, et ça fait partie de ces enjeux dont on ne mesure peut-être pas au premier abord, mais qui sont importants. Ça, on voulait vous reposer un petit peu le contexte des enjeux, on voulait vous reposer un petit peu le contexte véritablement pour l'employeur, parce que ces enjeux sont finalement corollaires des risques qu'on va vous exposer après. Il nous paraissait aussi utile de vous rappeler rapidement, vraiment rapidement, parce que je pense que ces définitions sont maîtrisées maintenant, les définitions du harcèlement sexuel, qui sont issues, alors on a tendance à dire, ils sont issues du Code du travail et du Code pénal. Elles sont identiques depuis 2012. C'est une notion complexe, c'est une notion qui est séparée en deux branches selon le Code du travail. Premier type de harcèlement sexuel, il s'agit des propos et des comportements à connotation sexuelle non désirés et répétés. Il y a véritablement un cumul des conditions, non désirées d'une part et répétées d'autre part. Et vous avez un deuxième type de harcèlement sexuel, selon le Code du travail et le Code pénal, qui est finalement la pression grave dans le but d'obtenir un acte sexuel. Et là, vous le verrez, si vous souhaitez les articles, on vous a mis les références dans le PowerPoint qui est sous vos yeux. Dans ces cas-là, la notion de pression grave exclut la notion de répétition. Vous avez donc soit d'un côté des propos ou comportements répétés, soit de l'autre côté des pressions graves qui excluent le côté répété de la définition. Ce qui exclut, du coup, certains agissements… Alors, juste une seconde. Peut-être peut-on rappeler à cette occasion, Mathieu, l'importance de la notion de l'absence de consentement chez la victime dans les contentieux auxquels on peut voir. Il est fréquent que le harceleur se retranche derrière
deux notions et deux situations assez proches. La première, très souvent, de dire que la personne victime ne s'est jamais manifestée. Et là, à nouveau, c'est extrêmement clair. L'absence de consentement n'a pas besoin d'être explicite. Il peut se déduire d'un silence, il peut se déduire d'un témoignage qui est effectué par cette personne victime auprès d'un tiers ou auprès de l'employeur, et il n'a absolument pas besoin d'être exprimé de façon expresse. Donc ça, l'absence de consentement, c'est caractéristique de cette situation de harcèlement. Et ce qui nous amène aussi à peut-être souligner ces situations qui sont très fréquentes où le salarié harceleur ou celui qui est en tout état de cause mis en difficulté au moment d'une procédure disciplinaire va dire bah oui, mais là nous étions c'est ma vie privée. C'est une situation qui relève de la séduction. La salariée, voilà, c'était une tentative de séduction, etc. Et à nouveau, il va être très important pour la société d'essayer d'établir, on va le voir un petit peu plus tard avec des moyens d'enquête, etc., comment se sont déroulés les faits, parce que la tentative de séduction, très clairement, elle est radicalement opposée à des agissements caractéristiques du harcèlement sexuel. D'un côté, dans la séduction, on est dans le respect, on est dans l'égalité, on essaye d'entrer en connivence avec une personne qu'on tente de séduire, donc c'est quand même préférable. Et c'est à l'inverse de la situation de harcèlement qui se caractérise par la contrainte, l'insécurité de la salariée, le sentiment d'humiliation, etc. Donc ces situations, finalement, on arrive avec une enquête proprement conduite à assez rapidement pouvoir établir la distinction entre les deux. Alors effectivement, Mathieu le disait à l'instant, c'est important aussi de distinguer une autre nature d'agissements qui vont se distinguer du harcèlement sexuel, qui sont la grande famille des agissements sexistes, qui sont également bien évidemment prohibés par le Code du travail, qui indique que nul ne doit subir dans le cadre de son travail des agissements sexistes, c'est-à-dire c'est défini comme tout agissement qui porte atteinte à sa dignité, qui crée un environnement hostile, intimidant, dégradant, humiliant. Donc en fait, on parle du sexisme ordinaire qui peut exister dans l'entreprise. C'est ce que disait Mathieu, c'est tout l'enjeu pour une entreprise de bien souligner l'importance de faire en sorte que la lutte se passe à tous les niveaux. Naturellement, quand un cas de harcèlement sexuel avéré survient, mais également pour tous ces cas d'agissement sexiste, et on verra pourquoi, c'est de la responsabilité de l'employeur, et la frontière est très mince, c'est-à-dire ces sociétés dans lesquelles parfois existe un espèce de climat où on sent que ne sont pas nécessairement réprimés ou découragés des agissements de cette nature, le sexisme un petit peu banal, eh bien, le glissement vers des situations plus caractéristiques où un salarié va se sentir autorisé à franchir cette limite et à basculer dans un agissement caractéristique de harcèlement, ça s'observe assez vite. Donc ces agissements, ils ont été précisés un petit peu dans un rapport du Conseil supérieur à l'égalité entre les hommes et les femmes, et on parle en fait des plaisanteries sexistes qui répétées peuvent mettre extrêmement mal à l'aise des collègues de travail, les familiarités en tout genre, les sobriquets qui peuvent être donnés à des collègues de travail, des hommes ou des femmes, les remarques complètement déplacées, les sifflements, tous ces petits comportements complètement anodins qui répétés quotidiennement ou sur une occurrence peuvent véritablement créer un climat extrêmement détestable et délétère. Alors bien sûr, les agissements sexistes, ils se distinguent de l'agression sexuelle. Là, on est véritablement dans un acte qui implique une contrainte et une violence qui est réprimée de façon beaucoup plus sévère que le harcèlement sexuel. Et ça se distingue évidemment du harcèlement moral qui, lui, n'implique pas nécessairement une connotation sexuelle. Alors, on parle des enjeux pour l'entreprise pour la raison suivante, c'est que bien évidemment, c'est l'obligation, c'est la responsabilité de la société de préserver la santé et la sécurité des salariés. Ça ressort de son obligation générale de préservation de la santé, de protection des salariés au plan physique comme au plan moral. Et il y a particulièrement une obligation dédiée à la prévention et à la lutte
du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, c'est l'article 1153.5 qui va préciser un point important, c'est que ça s'applique à n'importe quelle entreprise. Que vous soyez une PME ou un grand groupe, fondamentalement, la nature de la responsabilité est identique. Ensuite, bien évidemment, les mesures de prévention vont pouvoir être, on va dire, proportionnées aux ressources de l'entreprise, à leurs besoins, à leur organisation, mais fondamentalement, chaque entreprise, chaque employeur a l'obligation de prendre en charge ces mesures. Donc, il est tout à fait fondamental de noter qu'on a une obligation de prévention, mais aussi une obligation d'action, puisqu'on est censé faire cesser les faits de harcèlement sexuel dès leur connaissance, dès la prise de connaissance par l'employeur, mais également on est censé sanctionner l'auteur des faits lorsque la situation est établie. Et ça, c'est très important et c'est complètement différent d'une situation de harcèlement moral. C'est qu'en matière de harcèlement sexuel, la société n'a pas de marge de manœuvre. Si les faits sont établis, et on verra comment on peut sécuriser cette preuve au moyen de l'enquête, si les faits sont établis, la société doit entrer en voie de sanction à l'encontre du salarié harceleur. Alors, cette responsabilité, cette obligation forte de la société, elle doit donc prendre la forme d'une politique de prévention cohérente et structurée. Et véritablement, ce qu'on observe dans nos dossiers, ce qui facilite finalement pour l'employeur le fait de se trouver en situation plus confortable, c'est d'avoir anticipé ces situations. Parce que fondamentalement, trop souvent, un fait va être remonté, par exemple, à la direction des ressources humaines et on ne sait pas du tout quoi en faire. Et c'est très difficile de réagir à chaud, de prendre connaissance d'une remontée d'informations qui dénoncent des agissements de harcèlement sexuel, et quand une procédure n'a pas été anticipée avec les différents acteurs, les représentants du personnel, il n'est pas simple pour la société d'y faire face. Donc il y a un véritable intérêt à froid, par exemple au moyen d'une charte, au moyen d'une politique, groupe, etc., même dans les petites structures, de s'asseoir autour de la table avec les représentants du personnel, avec l'aide du médecin du travail, l'aide de l'inspection du travail, et tous les acteurs qui peuvent véritablement aider à réfléchir à la problématique. Il y a un intérêt à négocier des accords, bien évidemment, quand la structure de l'entreprise le permet, de sorte que la société est armée. Elle est armée d'une procédure claire qui va à la fois lister les actions de prévention qui sont décidées, qui sont mises en place, décider de la sensibilisation à mettre en œuvre, donc des emails, par exemple, auprès d'un expert qui peut venir intervenir dans l'entreprise, des campagnes d'affichage, etc., qui peut décider aussi de la formation à exercer auprès des managers qui ont un rôle absolument pivot dans la lutte contre les agissements de harcèlement et les agissements sexistes, mais aussi avoir une procédure de signalement efficiente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de l'information une fois qu'on l'a reçue, comment elle est traitée, comment elle va être diffusée et quelles actions vont être prises, on va le voir dans un instant. On vous a également listé à l'écran la liste des obligations d'information que vous connaissez probablement. C'est qu'il y a une obligation générale dans n'importe quelle société de bien sûr rappeler les définitions du harcèlement, mentionner les actions auprès des salariés, donner les coordonnées des différents acteurs en santé du travail qui peuvent réagir, mais aussi les mentions dans le règlement intérieur. Il y a aussi très rapidement une désignation d'un référent en matière de lutte qui doit être mis en place dans les entreprises de plus de 250 salariés. Et ça encore, c'est une coordination qui est très très utile pour avoir cette prévention efficace. Alors, on vient de le dire, ce qui est particulièrement nécessaire, et on verra juste après avec Mathieu à quel point c'est précieux pour l'entreprise d'être armée dans l'hypothèse d'un contentieux, c'est que la clé de voûte est autour de l'enquête sur les faits de harcèlement. À partir du moment où un signalement est effectué, il y a véritablement un intérêt impératif pour l'entreprise de procéder à une enquête qui aura, dans l'idéal, décidé à l'avance sur ses modalités, sur son mode de conduite et sur la manière dont les salariés vont être approchés. Alors pourquoi ? C'est parce que sans enquête,
nous n'avons aucune preuve. Sans enquête, vous pouvez vous retrouver soit, comme disait Mathieu, avec un salarié qui se dit harcelé et qui va venir indiquer que la société a manqué à toutes ses obligations, non seulement de prévention, si les faits sont avérés, mais également à son obligation de réaction, comme on l'a vu précédemment, en restant inactif et en laissant la situation perdurer jusqu'à parfois des situations dramatiques. Donc ça, c'est la première conséquence évidente, mais également, il faut se méfier dans le même temps d'une situation qui semblerait avérée un peu trop vite, c'est-à-dire de se précipiter vers des conclusions où l'on va considérer que les faits qui sont reportés, par exemple dans un email ou quand on a écouté une salariée, sont réels, et on va se hâter de procéder au licenciement du salarié qui est mis en cause, sans avoir au préalable conduit une enquête suffisante, et quand bien même ce serait le cas, à défaut de preuves, on peut parfaitement se retrouver, la société peut se retrouver dans la situation où elle fait face à un contentieux initié par le salarié harceleur, et faute de preuves, voilà encore un cas de condamnation tout à fait possible pour la société. Donc, à nouveau, les clés de voûte de cette enquête, c'est l'anticipation, on l'a vu, pour savoir quoi faire, comment recueillir les preuves, comment faire la lumière sur les faits, mais aussi la nécessité d'anticiper pour faire vite. Nous rappelons que nous avons 2 mois, que la société a 2 mois pour entrer dans une procédure disciplinaire, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir respecté ce délai de 2 mois à compter du premier signalement, les faits sont susceptibles d'être prescrits. Et la société peut se retrouver sans possibilité de sanction contre le salarié mis en cause, quand bien même les faits seraient totalement avérés. Donc à nouveau, l'anticipation, mais également la nécessité de procéder avec la plus grande discrétion, le plus grand recul nécessaire et une impartialité vis-à-vis de tous les témoignages qui lui sont apportés, de sorte que, à nouveau, on se prémunit d'une mise en question, d'un challenge de ces pièces qui pourraient être apportées dans le cadre d'un contentieux. Alors, que risque l'employeur s'il ne respecte pas les obligations qui viennent de vous être rappelées, c'est-à-dire ces obligations de prévention, ces obligations d'action quelque part et ces obligations de sanction, le cas échéant? Tout va dépendre de la personne, du salarié qui attaque. La première action évidente, c'est celle du salarié qui s'estime harcelé, qui est harcelé et qui va pouvoir demander des dommages et intérêts en cas de manquement de l'employeur à son obligation de lutte contre le harcèlement sexuel et tout d'abord à cette obligation de prévention et d'action. La première chose, c'est un exemple assez simple, assez concret, un salarié qui s'estime harcelé, qui décide à ce moment-là, qui informe son employeur ne réagit pas ou ne réagit pas de manière suffisante selon le salarié harcelé. Typiquement, le salarié va pouvoir dans ces cas-là solliciter des dommages et intérêts parfois lourds devant un conseil de prud'homme. À noter qu'il ne suffit pas que la situation ait cessé pour que le contentieux s'arrête de lui-même, c'est-à-dire qu'il faut que l'employeur montre que c'est bien lui qui a fait cesser la situation. Nous avons régulièrement des exemples de salariés qui sont harcelés. Le salarié harceleur, sentant le vent tourner, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, décide de quitter l'entreprise pour un nouveau poste, mais ce n'est pas finalement l'employeur qui a mis fin à la situation. Et dans ce cas-là, l'employeur a donc bien failli toujours à cette obligation de prévention, à cette obligation d'action qui était la sienne. C'est finalement le cas le plus classique. Ces dommages-intérêts vont donc couvrir quelque part le préjudice moral, les pertes de salaire qui peuvent être liées à un arrêt maladie. On l'a dit tout à l'heure, les salariés dans ces cas-là sont souvent en arrêt maladie parce qu'il y a une réticence qui est complètement compréhensible de revenir sur le lieu de travail, voire même parfois un blocage psychologique, un blocage physique. Et donc, ce dommage-intérêt couvre l'ensemble de ce préjudice qui, c'est nous, pour savoir, ça va être lourd. Si le salarié quitte l'entreprise, ou plutôt souhaite rompre son contrat de travail, parce que dans 90% des cas, le salarié n'imagine même pas une seule seconde revenir sur son lieu de travail, 2 actions juridiques lui sont ouvertes qui ont le même fondement. La première, c'est ce qu'on appelle la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, c'est-à-dire que le salarié estime qu'il y a eu un manquement grave de l'employeur dans cette lutte contre le harcèlement sexuel que le salarié a subi, et il s'auto-licencie. Le terme est assez pragmatique. Il s'auto-licencie, il envoie un courrier à son employeur de manière très concrète, disant « J'estime que vous n'avez pas agi comme il le fallait par rapport à vos obligations, et je m'auto-licencie, et je saisis le conseil de prud'homme pour savoir si cet auto-licenciement est justifié ou non. » C'est une obligation de saisir le conseil de prud'homme après une prise d'acte. La rupture du contrat de travail, elle est immédiate. Dès que le salarié a envoyé son courrier, on a une rupture du contrat de travail. Le salarié est autorisé à ne plus se présenter sur son lieu de travail. Et le conseil de prud'homme dira
si cette prise d'acte est fondée, donc s'il y avait finalement un harcèlement sexuel ou si l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ce harcèlement sexuel. Et dans ce cas-là, on aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Là encore, gros risque financier qui peut véritablement être important pour le coup. Ou alors, il estimera que les faits ne sont pas constitués ou que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires. Et cette prise d'acte présentera dans ces cas-là les effets d'une démission. Donc, absolument aucun risque financier pour l'employeur, mais il faut se méfier du point. Alors, je t'interromps. Voilà. Je t'interromps pour apporter la précision suivante. La prise d'acte est une arme redoutable quand on est employeur et qu'on essaye de traiter au mieux une situation de harcèlement sexuel, parce que ça va venir véritablement couper l'herbe sous le pied, quand bien même la société avait l'intention de faire les choses sous la forme d'une enquête, par exemple. D'où la nécessité véritablement de l'initier à peine le premier signalement effectué. C'est particulièrement important puisque si la société ne sachant trop que faire, ayant du mal à réunir les protagonistes pour les interroger, etc., tarde à mener ou à boucler cette enquête, si on imagine que le salarié qui est peut-être déjà en arrêt maladie décide de prendre acte en raison de cette inaction, on va se retrouver devant... La société va se retrouver à ne pas pouvoir montrer véritablement quelque chose d'abouti et l'enquête n'aura pas été menée jusqu'à son terme. Exactement. Deuxième fondement juridique, ou deuxième action juridique plutôt, qui est exactement sur le même fondement, c'est-à-dire toujours sur le manquement grave de l'employeur à ses obligations, c'est ce qu'on appelle la résiliation judiciaire. Là encore, le salarié victime estime qu'il y a eu un manquement grave de l'employeur, mais dans cette hypothèse-là, va demander au conseil de prud'homme de résilier son contrat de travail, d'où le terme de résiliation judiciaire, et en attendant la décision du conseil de prud'homme, est autorisé à continuer à travailler ou est autorisé, par exemple, à être en arrêt maladie. Donc, si vous voulez, les salaires continuent derrière d'être versés. On l'aura compris, la prise d'actualisation judiciaire, ça dépend aussi de la situation personnelle du salarié, parfois, ce qui est totalement compréhensible, aussi de la gravité des faits et de la résistance de chacun là-dessus. Mais le fondement juridique, vous l'avez vu, est le même. Ce sont bien la violation des obligations que vous avez rappelé Barbara juste avant, la prévention, l'action et éventuellement la sanction. Dans tous les cas, le salarié, ça c'est important de le noter parce que c'était une véritable épée de Damoclès pour un employeur, le salarié qui est victime d'un harcèlement sexuel dispose d'un délai de 5 ans pour saisir le conseil de prud'homme. 5 ans, c'est long en matière prud'homale. Pour vous donner un exemple, en matière de salaire, en matière de rappel de salaire, par exemple, c'est 3 ans. En matière de contestation d'un licenciement économique, c'est 12 mois. Véritablement, on a bien la sensation que le législateur là a voulu vraiment marquer le pas et protéger véritablement les salariés, ce qui fait peser un risque contentieux quand même 5 ans plus long sur le salarié, puisque ce délai court en plus à compter du jour du dernier fait constitutif, ou en tout cas du dernier fait qu'on pourra prouver dans le cadre de cette instance, du fait constitutif du harcèlement. Et à nouveau, ce délai de prescription très long ne fait que renforcer la nécessité d'avoir de s'être prémuni contre un contentieux avec le recueil de preuves probantes, parce qu'à l'issue de quelques années, soit les salariés n'ont plus aucun souvenir de ce qui s'est produit. En parlant de preuves, ça fonctionne toujours de la même manière pour le salarié harcelé. Le salarié va se présenter devant le conseil de prud'homme avec une notion, un faisceau de preuves, un faisceau d'indices. Ce sont des attestations médicales, des attestations de collègues, des enregistrements. On va revenir sur le point de l'enregistrement qui est toujours une question importante, des photos, des messages sur les réseaux sociaux qui démontrent une attitude, qui démontrent un contexte de harcèlement sexuel et va donc établir ce qu'on appelle une présomption simple. Et ce sera charge pour l'employeur derrière de renverser cette présomption simple en apportant lui aussi ces éléments. La matière, je rappelle quand même un point, c'est que la preuve est très libre en matière de droit du travail. Le salarié est véritablement autorisé à produire tout document, sauf un point. Les enregistrements, on constate de plus en plus, en termes d'enregistrement audio, on constate de plus en plus que maintenant, l'habitude est prise par les salariés et même maintenant par les employeurs d'enregistrer toutes les conversations. Cette preuve est recevable en droit pénal, clairement. Donc, elle est recevable en droit pénal, c'est pas de problème. Donc, en fait, si un salarié a enregistré un autre salarié qui le menace ou qui le harcèle, voire même un employeur qui dirait je ne réagis pas, on a déjà vu le fois, je vais pas réagir, si vous n'êtes pas content, démissionnez. Voilà, c'est un discours qu'on peut entendre. Cette preuve n'est pas recevable devant une instance prud'homale tant que effectivement la personne qui a été enregistrée doit savoir qu'elle est enregistrée pour avoir la réception de. Ça ne doit pas être à son insu. Voilà, ça ne doit pas être à son insu pour avoir la recevabilité de cette pièce. Ça, ce sont, on va dire, les actions assez évidentes du salarié harcelé. Mais il ne faut pas oublier deux autres risques pour l'employeur. D'une part, le salarié qui est victime, et on le constate encore parfois de moins en moins, mais le salarié qui est parfois victime d'un harcèlement, certains employeurs ont tendance à dire, eh bien, écoutez, le plus simple, ça va être de vous licencier, comme ça je n'ai plus de problème dans la société. C'est une attitude qui est sanctionnée extrêmement lourdement par le Code du travail, puisqu'il est une nullité du licenciement, puisqu'on prend une action contre un salarié qui est victime. Un salarié doit pouvoir avoir le droit de s'exprimer, doit pouvoir avoir le droit de vous dire qu'il se sent harcelé. Ce n'est pas à l'employeur de faire justice, c'est à l'employeur d'abord
d'objectiviser quelque part les éléments. Mais c'est une sanction aussi qui s'applique pour tout salarié qui témoignerait dans le cadre d'une enquête interne. C'est très important de le rappeler aux salariés lorsque vous êtes employeur. Aucune action ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui témoigne de faits de harcèlement sexuel. Toute action qui serait prise à son encontre, que ce soit une sanction même simplement disciplinaire, on parle du licenciement, mais ça peut être aussi une rétrogradation de la rémunération, etc., etc. Il y a une nullité effective sur ce point. Alors ça, c'est important de le rappeler lors de l'enquête. Effectivement, c'est les éléments d'impartialité, de confidentialité, de sentiment de sécurité à donner aux différents témoins, qu'ils se sentent tout à fait protégés dans la mesure où ils auraient notamment, ce qui est toujours très difficile, à par exemple évoquer une situation dont ils ont connaissance sur une situation de harcèlement de la part de leur manager envers une autre personne de l'équipe. Et dernière action possible, c'est celle bien entendu du salarié qu'on aura licencié, comme le rappelait Barbara en matière de harcèlement sexuel. La sanction, elle est unique, c'est le licenciement. Autant harcèlement moral, on peut éventuellement parfois pondérer cette sanction, mise à l'écart, mise à pied disciplinaire, etc. En matière de harcèlement sexuel, il n'y a qu'une seule sanction possible lorsque vous, en tant qu'employeur, vous estimez que les faits sont fondés, c'est de licencier le salarié suspecté de ce harcèlement sexuel. Voilà, pour faute grave, bien entendu, puisque nous avons notre délai de 2 mois pour faute grave. Et bien entendu, ce salarié, dans 80% des cas environ, va contester ce licenciement. Et dans l'hypothèse où les tribunaux estimeraient, ou les conseils du prud'homme, estimeraient finalement que l'auteur des faits ne peut pas avoir été licencié pour faute grave. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas fait de harcèlement sexuel. Ça peut être aussi parce que l'enquête interne a été mal faite. On disait tout à l'heure, il y a une importance de recueillir l'ensemble des avis, de respecter un principe du contradictoire. Que personne n'a voulu témoigner. Que personne n'a voulu témoigner. C'est un classique. Extrêmement fréquent. C'est un classique. Et donc, finalement, vous savez en tant qu'employeur que vous devez faire cesser la situation en licenciant, mais vous savez aussi derrière que vous allez avoir un contentieux. Voilà. Et comme en matière de faute grave, vous n'avez payé aucune indemnité de licenciement, aucune indemnité, etc., etc. Donc, la sanction financière à la fin peut être conséquente. Là encore, on insiste peut-être lourdement sur ce point, mais véritablement, le pivot de tout ça, c'est l'enquête interne. C'est véritablement ce qui prouvera que vous avez prévenu les faits d'une part, que vous avez agi d'autre part et que vous avez sanctionné le cas échéant. Il nous reste quelques minutes, il nous en reste 3 pour être très précis. Donc, d'une part, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre sur le chat. En attendant, on vous a préparé un panorama de jurisprudence. Alors, ce sont 6 à 7 décisions qui sont 2019. On vous a mis des décisions très récentes de cour d'appel, parce que c'est intéressant de voir les faits qui sont reprochés. Parfois, le harcèlement est caractérisé, parfois il ne l'est pas. On vous a mis différentes cours d'appel. Alors, il n'y a pas de jurisprudence établie en la matière, vous l'avez compris, c'est parfaitement factuel. C'est effectivement, je dirais, c'est en fonction des preuves amenées. Point intéressant, c'est les raisonnements. C'est pour ça qu'on vous a mis les raisonnements des cours d'appel derrière. C'est ça qui est véritablement intéressant. Par exemple, si vous prenez le premier arrêt de la cour d'appel de Nancy, il ne fait pas de doute au vu des faits qu'il y avait bien un contexte de harcèlement sexuel, il y a des insultes, il y a des attouchements sur la salariée, il y a des textos, mais la cour d'appel de Nancy en plus alourdit sa sanction parce que le responsable hiérarchique a été la salariée qui était concernée par ce harcèlement sexuel, a été agressée par son responsable hiérarchique alors qu'elle-même était en formation d'alternance. Donc on avait affaire à une jeune personne et dans ces cas-là il y a un caractère de vulnérabilité qui est pris en compte par la cour d'appel. Qui renforce les sanctions, qui renforce les sanctions, la condamnation. Qui renforce le côté harcèlement sexuel. On en parlait tout à l'heure, parfois les salariés restent au sein de la société, parfois ils la quittent. La Cour d'appel de Grenoble est venue rappeler, vous le verrez dans le deuxième arrêt, que le fait qu'une salariée reste au sein d'une société ne signifie pas pour autant qu'elle n'est pas harcelée, elle ne prend pas plaisir à la situation, elle n'est pas là, je dirais, de son plein gré, mais il y a aussi une nécessité, la Cour d'appel de Grenoble nous l'a dit, une nécessité de trouver un emploi, une nécessité aussi de vie tout simplement. Donc parfois le salarié est bloqué dans l'emploi, donc le raisonnement consistant à dire je reste au sein de la société n'est pas valable. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'absence de consentement qui est caractéristique, le fait on ne traduit pas le fait de subir une situation par un consentement ou le fait de rester dans l'entreprise comme une acceptation d'une situation qui est subie, bien évidemment. Tout à fait. Alors, j'ai un arrêt dont on voulait vous parler parce que c'est peut-être un arrêt fondamental. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2019. Vous le verrez en bas. On vous enverra les références pour ceux qui le souhaitent. Nous vous enverrons les références. Mais cet arrêt, il est très intéressant parce qu'il y a des faits de harcèlement sexuel, SMS déplacés, messages pornographiques. Mais la Cour de cassation a retenu que la Cour d'appel avait retenu que l'attitude de la salariée était ambiguë puisqu'il y avait une relation de séduction. À se méfier pour l'employeur, c'est un véritable chose-trap puisqu'on a la limite entre la vie privée et la relation de séduction, mais aussi de l'autre côté du harcèlement sexuel. Encore une fois, finalement, ça démontre toute l'importance de l'enquête interne.
pense qu'on peut conclure sur ce point. Véritablement, s'il y a un point à retenir, c'est celui-ci. Et là, les faits qui avaient été retenus, effectivement, c'est qu'il y avait eu des échanges de SMS. C'est toujours extrêmement factuel. Et là, effectivement, la salariée avait répondu sur le même ton aux sollicitations du salarié. Alors, Daniel nous demande quelles conséquences d'une condamnation pour l'employeur pour une candidature de l'entreprise à un marché public. Vous pouvez être exclu des marchés publics, tout simplement. Ça peut, voilà, je vous le dis de manière très préco, mais vous pouvez être exclu des marchés publics puisque maintenant on fonctionne beaucoup au chain, c'est-à-dire qu'on fonctionne à la réputation de la société et qu'il y a maintenant dans le code des marchés publics des précisions sur ce point. Je pense que nous clôturons ce chat sur cette parole. Nous vous remercions en tout cas. Merci beaucoup de votre présence et de votre écoute. On reste à votre disposition, comme Mathieu disait. Si vous souhaitez des références sur ce qu'on a évoqué, des précisions, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.